Bonjour à tous et merci de m'avoir sollicité, de m'avoir invité ici pour discuter donc du coup de cette question du travail du CARE. J'ai intitulé un titre assez peu original « Conditions d'emploi et travail dans l'aide à domicile, état des lieux et enjeux ». Je vais revenir sur quelques traits un peu structurants, présenter un peu le secteur, les enjeux de cette question de travail de CARE. Alors, je vais d'emblée préciser que pour ma part, je vais me focaliser sur la question de l'aide à domicile, donc pas la question des EHPAD, etc., sur laquelle je ne travaille pas, et notamment plutôt dans le secteur associatif, je vais y revenir. Mais donc pour rappeler déjà que l'aide à domicile renvoie à un enjeu de politique sociale, ça a été mis en avant et en évidence tout à l'heure dans la première session, avec cette question du vieillissement de la population et de la nécessité de prendre en charge et d'assurer une prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie au regard notamment des projections démographiques de vieillissement dans nos sociétés en France, mais plus généralement dans l'ensemble des pays industrialisés, si on peut dire. En France également, donc ça se traduit notamment par une politique sociale récente, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui peut être qualifiée d'allocation universelle dans le sens où elle est accessible à toute personne de 60 ans et plus. Donc l'APA peut être à domicile ou en établissement, et moi je focaliserai plutôt sur le domicile. Il faut voir que cette politique renvoie aussi, et a été vue dans le même temps, la question de l'aide à domicile, comme une politique d'emploi, enfin pas une politique d'emploi, mais comme un gisement d'emploi, avec des métiers accessibles facilement, sans qualification, et donc ont été perçus comme une opportunité pour lutter ou résorber le chômage. Donc il y a vraiment ces deux enjeux qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs bien pensés ensemble, mais qui ont fait en sorte que la question de l'aide à domicile et les enjeux de l'aide à domicile arrivent vraiment fortement sur le devant de la scène, avec cette volonté de défamilialiser le travail du CARE, donc c'est-à-dire qu'il soit moins pris en compte par la famille, les proches aidants, etc., et par une aide professionnelle, en croisant également un enjeu des services à la personne qui est très fort à l'heure actuelle. Petit point également, ça a été évoqué ce matin, mais c'est une politique sociale territorialisée, donc avec des enjeux et des pratiques variées selon les territoires. C'est une dimension importante qui est pointée à l'heure actuelle dans nombreux rapports, c'est ces réalités territoriales diverses, et ça a un effet, je reviendrai dessus, sur la qualité de l'emploi, bien sûr, puisque les pouvoirs publics, et notamment les conseils départementaux, ont un rôle très fort, finalement, dans la prescription du travail et des conditions de travail et d'emploi. Et il y a un second enjeu qui apparaît un peu plus récemment, c'est celle de l'enjeu de coordination avec le secteur sanitaire, qui revient à l'heure actuelle, puisque si, en tant que politique sociale, la perte d'autonomie a été plutôt vue sur le volet vraiment extérieur au sanitaire, de plus en plus on a des expérimentations essayant de rapprocher les deux secteurs ou les deux types d'interventions de manière à améliorer la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. Petit point introductif aussi, bien sûr, ça a été rappelé, c'est un secteur qui est caractérisé par des conditions d'emploi et de travail particulièrement précaires, malgré des mesures, notamment dans les années 2000, pour structurer et professionnaliser ce segment de marché du travail, avec, par exemple, la reconnaissance de diplômes, le DEAVS, la renégociation, conventions collectives, etc. Mais malgré ces efforts, il y a quand même un secteur qui continue d'être très précaire. Et puis, petit point, je l'ai évoqué, mais tout un secteur aussi en cours d'expérimentation, divers et variés, donc parfois un peu difficile à évaluer, parce qu'il y a beaucoup de changements, notamment dans des contextes territorialisés, donc il y a un recul qui est parfois difficile à avoir. Quelques éléments sur les données principales que je vais solliciter, puisque c'est pas une recherche à proprement parler sur les conditions de travail et d'emploi que j'ai menées, mais c'est au travers de différentes recherches, différentes enquêtes de terrain que la question des conditions de travail et d'emploi et du travail et de sa précarité est ressortie. D'abord une première enquête qui a été une enquête collective menée au Centre d'études de l'emploi pour le compte de la CFDT auprès de structures associatives, donc avec une interrogation auprès de structures et aussi de représentantes syndicales.
Et je reviendrai dessus, c'est pour ça que je la pointe, la question de l'exploitation de l'enquête emploi en continu, pour essayer de fournir un état des lieux un peu chiffré du secteur, même si la population peut être difficile parfois à dénombrer. Ensuite, une enquête de terrain plus spécifique dans une association qui expérimentait un mode de financement spécifique par rapport à l'APA avec une dotation globale. J'y reviendrai peut-être rapidement, mais donc en gros qui essaie de dégager plus de marge de manœuvre pour les structures associatives. Une enquête collective sur un dispositif qui s'appelle le PAERPA, donc ça s'appelle Parcours de santé pour les personnes en risque de perte d'autonomie, qui a été lancé à titre expérimental destiné à rapprocher sanitaire et médico-social. Et qui est déployé maintenant sur le territoire francilien. Et puis, là, à l'heure actuelle, une enquête monographique sur les politiques de prise en charge, plus généralement, de la perte d'autonomie en France et au Québec, dans le cadre d'une recherche de l'Agence nationale de la recherche, qui est menée sur la France et le Québec et qui est en cours à l'INED. Alors, je vais d'abord revenir sur les conditions et les modes d'emploi, faire un petit peu un état des lieux du secteur. Il faut rappeler que les modes d'emploi, et c'est une des difficultés du secteur, c'est des modes d'emploi qui sont extrêmement diversifiés, puisqu'il y a 3 modes d'emploi principaux pour être aide à domicile. Le premier, c'est ce qu'on appelle le mode mandataire. Donc là, l'usager, donc la personne âgée, va employer elle-même un salarié, mais une structure associative ou une entreprise va assurer un certain nombre de tâches administratives et juridiques auprès du bénéficiaire. Et donc, c'est une convention particulière de ce point de vue-là. Il y a un deuxième mode qui est le mode prestataire, où là, le bénéficiaire, donc l'usager, est usager de la structure qui emploie le salarié. Donc, dans ce cas-là, l'aide à domicile va être vraiment employé d'une structure associative et aller chez la personne âgée en perte d'autonomie. C'est là une convention collective unique maintenant depuis 2012 qui a été le fruit d'une non-négociation d'une dizaine d'années puisqu'il y avait 3 conventions collectives historiques et ça a permis d'unifier cette convention collective, même si c'est pour ça que la convention a été longue à négocier, ça s'est traduit finalement par une baisse de certains avantages dans la renégociation des conventions. Et l'idée, pour les signataires en tous les cas, c'était de pouvoir avoir un socle commun pour pouvoir agir plus facilement et faire mieux valoir les droits. Je reviendrai dessus à la fin de ma présentation. Et puis ensuite, l'emploi de gré à gré, qui correspond à l'emploi direct des personnes par des particuliers. Donc là, avec une faible visibilité, encore plus faible finalement que dans les autres styles, enfin dans les autres modes d'emploi. Le mode prestataire étant réputé être celui qui est le plus favorable aux conditions d'emploi et de travail, et pourtant vous verrez que ça reste quand même très précaire. Alors quelques chiffres issus de l'enquête emploi en continu. Les aides à domicile, ça représente 2% des actifs employés, donc c'est un volume important. Large majorité est employée par les associations, 31%, 21% par les entreprises privées, 32% par les particuliers et 12% par les employeurs publics via les CCAS, par exemple les centres sociaux d'action sociale, même si ça se tasse un petit peu en volume. Mais les heures financées dans le cadre de l'APA sont essentiellement assurées par les associations. Donc en termes de politique sociale, ça rejoint vraiment le mode prestataire. Donc, qui sont ces aides à domicile, toujours selon l'enquête emploi en continu en 2012. On le sait, ce sont essentiellement des femmes, c'est 97% qui sont aides à domicile. Elles ont un niveau de formation peu élevé, 77% ont un niveau inférieur au bac. Généralement, elles sont assez âgées, 50 ans et plus, 48%, donc presque la moitié de la population, à 50 ans ou plus. Et elles sont, si on regarde un petit peu les trajectoires, elles étaient fréquemment en situation d'inactivité avant de travailler dans le secteur, soit en inactivité à 20%, soit au chômage à 25%. Et c'est pour ça qu'on a pu qualifier différents chercheurs ou même différents... il est usuel de qualifier l'aide à domicile d'emploi refuge. Et par ailleurs, c'est
secteur qui est perçu comme un métier en tension par Pôle emploi, donc avec des dispositifs pour essayer de pousser à ce que les aides à domicile, que les gens travaillent en aide à domicile. Mais compte tenu des conditions d'emploi de travail assez précaires, il y a, je vais y revenir, un turnover assez fort. Donc malgré la mise en place de différents dispositifs publics, mais portés soit par les associations, soit par les pouvoirs publics aussi, pour structurer et professionnaliser ce secteur, la qualité de l'emploi reste très dégradée. Donc malgré l'importance du CDI, c'est 78% des cas, et 85% dans les associations, la situation de multi-employeurs est très fréquente, en raison notamment de l'importance des temps partiels, c'est 70% des cas. C'est-à-dire que vous pouvez être employé dans une structure associative, mais par ailleurs être en mode mandataire auprès d'autres employeurs, ce qui fait qu'il y a une pluralité d'employeurs, ce qui n'est pas sans poser problème d'ailleurs d'un point de vue de l'action et de comment améliorer les conditions de travail et d'emploi. Des rémunérations qui sont faibles par rapport aux autres CSP non qualifiés. Une ancienneté qui est faible aussi, puisque pour un quart des aides à domicile, en 2012 en tout cas, elle était inférieure à 22 mois, donc ce qui traduit un turnover assez fort. Et puis aussi des horaires atypiques, avec des morcellements de l'emploi du temps, une importance du travail le week-end, puisque 48% des aides à domicile dans l'enquête emploi déclarent travailler habituellement le week-end, et 11% occasionnellement, et avec toujours cette question des fortes amplitudes horaires, et aussi une problématique qui est celle de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, donc vraiment un cumul finalement de difficultés et de formes précaires de conditions d'emploi. Donc dans un article qu'on a coécrit avec Loïc Trabu, qui est chercheur à l'INED, chargé de recherche à l'INED, on a caractérisé cette forme d'emploi comme une norme d'emploi flexible, marquée par des contraintes temporelles fortes, liées non seulement à la relation de service et au fait que ce soit une relation de service sur matériaux humains, je reprends les termes de Anne-Marie Arborio, donc sur le corps, avec des besoins physiologiques qui vont imposer de travailler à certains temps de la journée. On n'imagine pas laver ou aider à la toilette d'une personne âgée à midi. Donc il y a certains rythmes qui sont de fait contraints par les besoins des personnes aidées. C'est un élément important à avoir en tête. Et puis aussi des contraintes temporelles et des contraintes d'emploi fortes en raison de la structuration par les pouvoirs publics, à la fois parce que les conseils départementaux prescrivent les plans d'aide, donc avec une forte injonction, une forte prescription de l'organisation du travail et du travail par les pouvoirs publics, et aussi une forte dépendance vis-à-vis des pouvoirs publics en raison des modes de financement et des contraintes de financement, j'y reviendrai. Ça se traduit bien sûr par du turnover, je l'ai évoqué, puis des problèmes de santé au travail. Annie Dissuet, dans un article en 2013, avait évoqué le fait qu'au niveau national, il y avait 1 million de journées de travail perdues suite à des accidents du travail, 200 000 pour des maladies professionnelles et 166 000 pour des accidents de trajet. Donc on voit un travail physiquement aussi dur et extrêmement accidentogène. Donc c'est un des enjeux à avoir. Donc ça, c'était pour la question des conditions d'emploi, si on veut un peu distinguer. Je reviens maintenant sur le travail à proprement parler dans l'aide à domicile. Donc, je vous le disais, ça s'est structuré. Donc, il y a un périmètre légal qui a été défini d'activités d'aide à domicile. Donc, il y a les activités de la vie quotidienne, donc tout ce qui est aide à la toilette, habillage, à l'hygiène personnelle. Il y a évidemment aider pour se nourrir, la mobilité, etc. Le deuxième type d'activité, ce sont les activités instrumentales de la vie courante, avec tout ce qui est aide aux tâches administratives, au transport, à la marche, à l'entretien quotidien du logement, l'entretien du linge, du repassage, etc. Puis aider à faire les courses. Et puis il y a tout ce qui est accompagnement social pour prévenir et éviter l'isolement, maintenir les contacts avec les familles, écouter et discuter avec la personne âgée, puis la stimuler aussi intellectuellement. Donc, un périmètre d'activité à la fois technique, mais aussi avec une dimension sociale, humaine assez forte, qui est d'ailleurs un peu remise en question dans un contexte de baisse des financements. Il
Il y a ce périmètre légal, et puis ce qu'on a observé pour montrer aussi la difficulté en fait de l'aide à domicile d'être reconnue, ce qu'on observe quand on fait des enquêtes, même si c'est quelque chose qui est difficile à mettre en évidence, hein, puisque le domicile est un espace privé, donc difficile d'accès pour les chercheurs, mais on peut par les entretiens avoir accès à certaines réalités. Je ne vais pas rentrer dans les tambouilles internes des métiers du métier de sociologue, mais donc on regarde en regardant, en étudiant vraiment comment s'exerce le travail, on observe ce glissement de tâches. Alors je vais revenir dessus, mais avant de préciser que au sein même de cette aide à domicile, il y a plusieurs types il y a plusieurs sous-métiers, on va dire, catégories de métiers. Il y a les premiers, ce sont les agents à domicile, donc de catégorie A, ce sont les non-diplômés qui bénéficient de formations éventuellement internes au sein des associations et qui vont réaliser des travaux courants d'entretien à la maison et assister la personne dans des démarches administratives simples. Vient ensuite un niveau un peu plus qualifié, ce sont les employés à domicile, donc de catégorie B, qui peuvent être titulaires d'un diplôme de l'éducation nationale ou d'un certificat d'aptitude ou encore d'un titre professionnel et qui vont aider les personnes dans les actes essentiels de la vie comme courante et vie quotidienne. Et puis le niveau le plus qualifié, ce sont les auxiliaires de vie sociale, donc de catégorie C, qui vont être titulaires du DEAVS, donc du diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale, ou d'une mention complémentaire. Et ces professionnels vont vont remplir en fait l'ensemble des tâches que je vous avais décrites au préalable. Ce qu'on observe donc, c'est qu'au-delà de cette catégorisation, de cette structuration finalement assez précise des tâches de l'aide à domicile, il y a des formes de glissement de tâches, donc c'est-à-dire que les aides à domicile vont réaliser des tâches qui ne relèvent pas de leur qualification ou même de leur champ d'intervention. Donc on en a observé trois. Il y a au sein des différents métiers de l'aide à domicile, quand des aides à domicile d'un niveau supérieurs ou inférieurs vont réaliser des tâches alors qu'elles ne sont pas censées le faire. Par exemple, quand les agents d'aide de catégorie A vont remplir certaines tâches des agents de catégorie C. Donc ça, c'est une tendance assez forte. On a assez peu de données disponibles, mais il y a une enquête qui s'appelle l'enquête intervention à domicile qui fournit quelques éléments là-dessus sur les tâches effectivement réalisées par les aides à domicile et qui montre, qui permet une première appréhension quantitative de ce phénomène. Il y a aussi une autre forme de glissement de tâches, c'est vers l'activité d'aide ménagère, avec par exemple des demandes, je vais y revenir, mais des familles, de faire des tâches qui ne sont pas de leur compétence, par exemple des activités de gros ménage. Il faut dire que dans l'aide à domicile, les aides à domicile doivent aider à faire le ménage, mais par exemple elles n'ont pas le droit de nettoyer les extérieurs, etc. Donc il y a une espèce de flou, une porosité un peu des frontières au-delà même de cette structuration assez forte. Et puis ce qui est problématique également, c'est le glissement de tâches avec le secteur sanitaire, notamment les soins infirmiers et les services d'aide-soignants, avec des aides à domicile qui peuvent être amenées, je reviens dessus, pour les raisons qu'on a pu identifier, à réaliser des tâches comme mettre des gouttes, mettre des pansements, couper des ongles, etc., qui ne sont pas de leur champ de compétences et qui commencent même à être institutionnalisées, par exemple. C'est assez récent que les aides à domicile ont le droit de distribuer des médicaments, ce n'était pas le cas avant. Donc on voit finalement progressivement que les aides à domicile aussi remplissent des tâches du secteur sanitaire. Ça pourrait être, si on utilise le concept d'un auteur assez classique en sociologie, Everett Hughes, c'est la délégation du sale boulot. C'est les tâches que les niveaux supérieurs n'ont pas envie de réaliser, parce qu'ils ne sont pas estimés assez nobles, ou alors parce que c'est trop coûteux de le faire faire par le corps soignant, médical, et donc du coup on le délègue aux catégories les moins bien payées. Donc les facteurs à l'origine du glissement de tâches, on peut en identifier plusieurs. Le premier, c'est d'avoir la pluralité, c'est une spécificité vraiment de l'aide à domicile, la pluralité des prescripteurs. Bien sûr, d'abord les demandes des usagers ou des familles qui peuvent être difficiles à contrer, que ce soit en raison de l'isolement de l'aide à domicile ou alors en raison au contraire de la relation de confiance qui peut s'instaurer au quotidien et qui font que les aides à domicile vont en faire
plus que ce qu'on leur demande. Ce qu'on a pu observer, c'est que quand elles étaient informées sur leurs obligations légales, elles avaient une meilleure capacité de résistance, mais qu'elles pouvaient aussi minimiser ce phénomène de glissement de tâches en disant oh non, c'est le fait de rendre service, on ne peut pas faire tellement autrement. Le glissement de tâches peut aussi venir de la part des associations, parce qu'elles sont confrontées à un phénomène de manque de financement, très concrètement, et des injonctions contradictoires de la part des conseils départementaux qui vont leur demander de gérer des situations nécessitant des personnels plus qualifiés, donc avec des cas plus complexes, mais en même temps, pour maîtriser les coûts, de limiter le niveau de qualification des salariés. Donc on est vraiment dans ces injonctions contradictoires. Et puis aussi, elles peuvent être amenées à favoriser ce glissement de tâches en raison de problèmes de gestion des absences, parce qu'il y en a quand même assez fréquemment, ou de pénurie de personnel, qu'elles soient ponctuelles ou plus ou moins pérennes. Ce qu'on a pu voir, c'est que dans certaines associations, les solutions qui étaient adoptées, c'était de mettre des formations en interne, mais non diplômantes, de manière à ce que les salariés soient plus en capacité de gérer certaines situations un peu complexes. Mais on voit bien que c'est pas viable puisqu'il y a des risques juridiques de réaliser des tâches, notamment dans les tâches sanitaires, pour des aides à domicile de façon forte. Le deuxième volet aussi, le deuxième grand facteur à prendre en compte, c'est la question que j'évoquais là, de ce glissement de tâches qui est lié à la prise en charge à domicile de la pluralité des acteurs qui interviennent, professionnellement d'ailleurs, mais du secteur de l'aide à domicile, avec des problèmes de coordination au domicile. Donc comment coordonner les différents intervenants qui relèvent de différentes structures employeuses, qui relèvent de cultures aussi différentes, qu'ils puissent se coordonner très concrètement d'ailleurs, et puis qu'ils puissent ajuster leurs différentes interventions en fonction aussi de la santé des aidants. On voit que par exemple l'organisation des tournées peut être extrêmement complexe, et dans certains cas, dans l'attente du fait que l'infirmière vienne, l'aide à domicile va pouvoir faire certaines tâches s'il y a une dégradation de la santé. Donc il y a vraiment ce problème de coordination au domicile qui est sans doute une spécificité assez forte. Et puis il y a aussi, puisqu'on est quand même dans un problème qui est du coup plus systémique, un manque de moyens dans le secteur sanitaire, avec le fait que les SSIAD n'ont pas toujours les moyens de faire face à l'ensemble des demandes, ou voire le cas où les infirmiers libéraux ou les aides-soignants n'ont pas le temps de se déplacer, parce que c'est pas une activité qui est très rémunératrice finalement, et qui prend du temps, et donc ça va renforcer cette forme de délégation d'une partie des tâches. Alors ce qu'on a pu constater, c'est que les aides à domicile pouvaient, quand elles avaient une formation sanitaire, parce que les parcours sont pas... Je vous ai dit que c'est un emploi refuge, mais certaines viennent aussi ont des formations dans le sanitaire. Ou alors quand elles ont été formées sur le tas par des professionnels, parce qu'il y a des formes d'arrangement un peu au quotidien qui se créent. Dans ces cas-là, elles vont gérer, donc elles vont prendre sur elles assumer de réaliser des tâches qui ne relèvent pas de leurs compétences, bien sûr en veillant, plus les risques sont forts, liés au corps de la personne, à ses problématiques personnelles, plus quand même il y a une espèce d'organisation c'est pas si catastrophique comme ça, il y a une organisation qui se met en place de manière à veiller à la santé des personnes âgées. Pour conclure, quelques défis, leviers et enjeux. De pointer bien sûr qu'il y a un manque de reconnaissance symbolique du travail du CARE, de l'aide à domicile, avec des métiers qui sont encore assimilés à de l'aide ménagère. Fortement, c'est une histoire récente aussi, donc il faut le mettre en perspective de ces évolutions et cette professionnalisation assez progressive. Des aides à domicile qui assument, je vous l'ai dit, une part du travail sanitaire et un moindre coût, donc finalement qui sont coincés entre la famille et le sanitaire,
Et puis un élément aussi qui est à prendre en compte, c'est la reconnaissance actuelle des proches aidants, qui bien sûr permet de combler les failles et les difficultés aussi de santé pour les proches aidants, qui sont eux-mêmes très sollicités et qui sont essentiels à l'heure actuelle dans la prise en charge à domicile, mais qui peut être perçu aussi comme une remise en cause de cette défamilialisation du care. Donc, finalement, un métier qui se structure, mais quand même toujours en ballottage et pas très reconnu, mal reconnu symboliquement. Ça va avec un manque de reconnaissance économique très fort. Il y a la question du financement de la perte d'autonomie, avec les enjeux qui ont été, puis les réalités qui ont été pointées tout à l'heure par Roméo Fontaine. Mais il y a une forte dépendance des structures, notamment associatives, vis-à-vis de ces financements en volume, mais aussi en modalité de financement, puisque la masse salariale dans les structures d'aide à domicile, c'est 80 à 90% des charges. Ce qui fait qu'un manque de financement va avoir un effet direct sur les conditions d'emploi et sur le travail des aides à domicile, donc très peu de marge de manœuvre. Donc c'est un effet vraiment très, très fort. Alors on a constaté que dans un problème de crise de financement, enfin dans ce contexte de manque de financement, il y avait des pratiques qui pouvaient être soit celles d'associations ou des structures employeuses, de modification du contrat, donc avec un recours au mandataire ou à des avenants très forts, donc un recours à un mode d'emploi encore plus précaire. On a aussi constaté qu'il y avait dans ce contexte de crise de financement des remises en cause des accords d'entreprise par les conseils départementaux, des accords qui avaient pu être négociés collectivement dans les structures, mais comme une mise en concurrence entre l'ensemble des structures prestataires, on cherche l'argent là où il est, et donc il y a des dénonciations d'accords pour que le prix baisse, quoi. Et de la même façon aussi des freins à la qualification, c'est pas une volonté des conseils départementaux, bien évidemment, de dégrader les conditions d'emploi, mais en tous les cas, c'est pas un élément qui est très bien pris en compte. Il n'y a pas de critères de qualité de l'emploi dans les processus de modalité de tarification dans l'aide à domicile. Donc c'est peut-être un élément qui pourrait être un levier, justement, réfléchir au rôle des pouvoirs publics en termes de qualité de l'emploi dans les structures d'aide à domicile avec lesquelles ils travaillent. Ce manque de reconnaissance économique et cette forte dépendance vis-à-vis du financement se traduit aussi, c'est ce qu'on a observé, par des baisses fortes des temps d'intervention, puisqu'évidemment, si l'idée c'est de faire des économies, on va essayer de rationaliser le plus possible, et donc des baisses d'intervention, des prestations qui sont réduites, avec une non-reconnaissance de tout le travail qui peut être invisible, notamment toute la dimension humaine et sociale. C'est quelque chose qui a été largement pointé dans les enquêtes de terrain, mais aussi d'ailleurs pendant de nombreux rapports, avec des temps d'intervention de 15 minutes, donc qui sont à la fois coûteux en temps pour les aides à domicile, qui bien sûr peuvent renvoyer à une forme de maltraitance pour les personnes âgées, puisque quand vous avez quelqu'un qui vient pour ouvrir les rideaux 15 minutes et puis qui repart, ça laisse pas beaucoup de temps pour une bonne prise en charge. Et puis une complexification bien sûr des plannings, des dépassements d'horaires, etc. Donc des tendances comme ça à la dégradation de la qualité aussi du travail liées à ces problèmes de financement. Et ce qu'on a observé aussi, c'était que, au contraire, donc pour moins tenter de diminuer les charges, mais pour essayer d'aller chercher d'autres sources, les structures pouvaient être amenées à diversifier leur financement, notamment en allant vers des publics non fragiles. Donc ça questionnait du coup l'identité de métier et l'identité professionnelle des aides à domicile, puisque leur public cible, on va dire, pourquoi elles sont formées, qualifiées, ce sont des personnes vulnérables et fragiles, et non pas des couples biactifs chez qui elles iraient faire le ménage, par exemple. Je terminerai en évoquant peut-être la question de l'action collective qui
qui est une question qui est finalement assez peu traitée encore, et assez faible, même s'il commence à y avoir des mobilisations collectives dans le secteur. C'est un secteur qui est peu propice à l'action syndicale et collective, d'une part en raison du fait que ce sont des emplois précaires, hein, donc classiquement dans les secteurs d'emploi précaires, l'action collective est plus difficile. D'un point de vue conventionnel aussi, la structuration conventionnelle avec 3 conventions collectives, ça peut être une difficulté assez forte pour se mobiliser, puisqu'il faut connaître l'ensemble des conventions collectives et pour pouvoir faire valoir les droits. Et puis aussi, bien sûr, en raison, je vous l'ai dit, de cette forte dépendance au pouvoir public et cette pluralité des prescripteurs. Donc ce qu'on a pu voir, je l'évoque en termes de levier potentiel, c'était que l'action syndicale passait notamment par une mobilisation quand même du droit, avec des recours à des tiers pour s'outiller, que ce soit la médecine ou l'inspection du travail, de manière à faire appliquer le droit le plus possible. Donc une juridicisation des relations sociales, et puis aussi des formes d'action pour tenter de peser auprès des pouvoirs publics, bien sûr pour faire reconnaître leur métier, en agissant, en utilisant notamment le niveau de la branche conventionnelle pour pouvoir essayer de peser et de créer une identité plus forte de métier au sein des aides à domicile. Je vous remercie.